Bon, je suis très content effectivement de présenter un exemple d'évaluation d'impact sur le cas des zones de revitalisation rurale. Alors pourquoi avoir pris cet exemple-là? Parce que les zones de revitalisation rurale sont un des dispositifs publics un peu emblématiques des politiques de développement local. Elles avaient été très étudiées, ce type de politiques qui appartiennent à ce qu'on appelle en anglais les place-based policies, les politiques localisées, incitatives. Elles avaient été très bien étudiées dans le contexte urbain et pas du tout dans le contexte rural. Et donc l'idée c'était, peut-on l'étudier de façon intéressante et tenant compte des avancées de la littérature déjà, dans le cas français des zones de revitalisation rurale, et qu'apprend-on finalement potentiellement sur les différences entre les réactions des différents acteurs à ces politiques en milieu urbain ou au milieu rural. Les zones de revitalisation rurale, donc de quoi s'agit-il? D'abord, c'est intéressant de les replacer dans leur histoire. Elles sont nées en 95-96 et ça fait immédiatement suite à la présidentielle de 1995, dont certains se souviennent peut-être, puisqu'on a fait de l'histoire ces derniers jours, avec le thème de la fracture sociale. Et la fracture sociale, c'était les quartiers défavorisés urbains, mais c'était également les campagnes. Et finalement, il y a eu une double réponse à cette fracture sociale, qui a été de mettre en place des zones franches urbaines pour les quartiers et les ZRR pour les campagnes. Alors, en quoi consistaient les zones de revitalisation rurale? Essentiellement des avantages fiscaux aux entreprises, alors aux petites entreprises, moins de 50 salariés, et des avantages temporaires. Donc, exemption sur 2, 3 ans, 5 ans, suivant le type de fiscalité, mais d'impôt sur les bénéfices et sur les taxes locales. Et également, on est au moment du grand essor des allègements sur les charges sociales auprès des employeurs, exonération de charges sociales employeurs, jusqu'à 2,4 SMIC, ce qui est beaucoup plus généreux que ce qui était fait à l'époque, où on s'arrêtait à 1,3 SMIC en droit commun. C'est généreux, mais c'est seulement pour un an. L'idée, c'est un coup de pouce temporaire pour créer des emplois et ensuite revenir dans le droit commun. Donc c'est un dispositif créé en 1995 et mis en œuvre à partir de 1996, qui a été reconduit depuis et qui a été étendu. Première chose, en 2005, les restrictions qu'il pouvait y avoir pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y avait aussi des conditions d'embauche ultérieures, etc. Elles sont gommées pour un sous-ensemble d'entités, les organismes d'intérêt général. Là, les exonérations de charges sociales sont pérennes et elles sont toujours jusqu'à 2,4 SMIC. Donc là, un dispositif qui devient extrêmement avantageux et incitatif, mais qui est restreint à ces organismes d'intérêt général qui sortaient d'un petit peu nulle part. La loi a été votée suite à des propositions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et en fait, c'est une catégorie fiscale. Donc, être reconnu d'organisme d'intérêt général donne droit à des avantages fiscaux. Et certaines entités, des hôpitaux, dans le secteur éducatif, se sont fait reconnaître à cette occasion-là, puisque c'était une catégorie qui brusquement devenait intéressante pour elles. Cette mouture du dispositif particulièrement intéressante, en revanche, elle a été abandonnée après 2 ans en raison de son coût budgétaire, et on était arrivé à un dispositif qui coûtait dans les 400 millions d'euros à l'époque. Donc ça, c'est une première expansion temporaire. Par contre, ce qui a eu lieu de façon constante, c'est une expansion géographique progressive, avec très peu de sorties du dispositif. Au départ, le dispositif était censé être temporaire pour 5 ans, mais si vous regardez ces cartes tirées de l'Observatoire des territoires, ce que vous voyez, c'est le dispositif en 1995, donc de mémoire un peu plus de 30% du territoire et 8% de la population active. 2006, ça commence à s'étendre. Et 2018, vous voyez qu'on est sur une grosse partie du territoire. Donc un zonage à succès. Alors, quand on veut évaluer ce type de dispositif, sur quoi est-ce que la littérature économique attire notre attention? Une façon de lire cette littérature sur ces dispositifs zonés, c'est qu'on est passé un petit peu d'un enjeu traditionnel d'évaluation de politique publique, où l'enjeu était la crédibilité empirique, de la mise en évidence des effets sur l'emploi, ce qui n'est pas évident, puisqu'en général, c'est des dispositifs assez compliqués, qui sont alloués de façon très endogène, etc., à un débat qui est plutôt sur leur optimalité, et notamment à quel objectif exactement est-ce qu'ils répondent. Est-ce que c'est un objectif d'équité? Est-ce que c'est un objectif d'efficience?
Et là, l'enjeu qui était un enjeu essentiellement de méthode d'évaluation devient l'enjeu d'une articulation crédible entre une méthode d'évaluation probante, crédible, et des fondements théoriques. Et tout ce qui s'est développé dans cette littérature, notamment sous l'impulsion de Patrick Klein, c'est la recherche de statistiques suffisantes pour évaluer de façon crédible des effets qui aillent au-delà d'une simple mesure de l'effet sur l'emploi et qui puissent nous parler de l'efficacité du dispositif et de son impact sur le bien-être. Donc ce petit détour par la littérature, si on revient maintenant à nos dispositifs ZRR, ce qu'ont pu documenter les chercheurs en France, c'est que les politiques de développement rural, elles hésitent très fréquemment entre ces objectifs d'équité, d'efficacité. Dans le cas des ZRR, il y aurait un argument d'équité, a priori, et l'objectif serait de transférer finalement des revenus aux travailleurs. Et là, dans quelle mesure est-ce qu'on peut pouvoir faire ce transfert de façon efficace? Si la demande de travail réagit, si l'offre de travail, elle, n'est pas trop mobile, si par ailleurs il n'y a pas des congestions sur le foncier. Et a priori, oui, le milieu rural est un bon contexte pour pouvoir transférer de façon efficace des revenus. La grosse inconnue, finalement, c'est la demande de travail, et vous allez voir que dans l'évaluation, c'est là-dessus, finalement, que ça achoppe. Est-ce que les entreprises vont réagir aux incitations? Donc l'évaluation que j'ai menée à la suite de plusieurs personnes au Césaire, et donc un de nos grands témoins y reviendra peut-être, puisqu'il a travaillé sur ce dispositif, c'était une évaluation qui visait simplement déjà à mettre en évidence de façon claire un impact à la fois sur l'emploi et sur les salaires pour répondre à ces questions. Et le principe de l'évaluation, là, il emprunte à une littérature maintenant, à une méthode maintenant bien établie, celle de régression de discontinuité de la fonction de régression. Autrement dit, le dispositif ZRR était alloué avec un critère lié à la densité du canton. Donc, si vous étiez dans un canton qui avait plus de 31 habitants au kilomètre carré, à moins de bénéficier de clauses de rattrapage, vous aviez très peu de chances d'être dans le dispositif ZRR. Donc, c'est ce que vous voyez sur la partie droite du graphique. Les cantons d'une densité supérieure à 31 habitants au kilomètre carré, sauf à bénéficier, à avoir eu une forte baisse, par exemple, de la population active, ils avaient très peu de chances d'être dans le dispositif. En revanche, les cantons moins densément peuplés, ça avait été le choix du législateur étaient éligibles, sauf à nouveau s'ils avaient une situation très particulière. Et donc toute la question, c'était de voir si cette discontinuité dans l'accès au dispositif, on la retrouve ensuite sur des variables d'intérêt économique. Là, je vous en présente juste une qui est la croissance annuelle de l'emploi total à partir du moment où le dispositif est en place. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a certes des variations, et encore, elles ne sont pas très monotones, de la croissance de l'emploi en fonction de la densité de population initiale, mais elles ne sautent absolument pas à 31 habitants au kilomètre carré. Donc cette analyse, on peut la reproduire pour d'autres variables de résultats. Et au final, ce qu'on conclut, c'est que ce dispositif est essentiellement un dispositif qui a de très forts effets d'aubaine. L'emploi n'augmente pas, les salaires non plus. On pourrait se dire, après tout, ces incitations, elles sont temporaires, elles sont pas massives, elles sont ciblées lorsqu'elles sont généreuses sur des dispositifs particuliers. Est-ce que ça peut expliquer déjà cette conception du dispositif, ces faibles effets? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on bénéficie de toutes ces évaluations sur les zones franches urbaines qui ont varié tous ces ingrédients. Et effectivement, on peut déduire de cette comparaison 2 à 2 des ZRR et des ZFU que les effets des ZFU sont sans doute permis par un dispositif mieux ciblé, notamment permettant des déplacements d'activité entre zones franches bénéficiant du dispositif et zones voisines. Donc l'explication la plus probable, même si ça n'exclut pas d'autres, c'est que la dilution du dispositif limite ses effets. Avant de terminer, je voudrais juste revenir sur le rapport entre cette évaluation et les politiques publiques. Il s'est trouvé que cette évaluation a eu lieu au moment où une mission interministérielle d'évaluation du dispositif des ZRR se réunissait. À ce moment-là, on n'avait pas les données suffisantes pour voir les effets du dispositif dans sa mouture la plus généreuse. La mission a rendu un rapport qui passait en revue beaucoup de choses, faisait différentes propositions, mais ne remettait pas en cause le dispositif. De fait, le dispositif, comme vous l'avez vu, a été reconduit. Alors,
Pourquoi reconduire un dispositif qui a si peu d'effet? Bon, une des raisons, c'était qu'une fois qu'on avait enlevé la bouture la plus généreuse du dispositif, en fait, c'était assez peu coûteux et c'était pas dans le radar de la puissance publique. L'autre chose, c'est clairement la valeur symbolique et l'attachement des élus locaux à ce dispositif. Il avait été à un moment question de le resserrer géographiquement et le vice-président du Sénat lui-même, élu du Limousin, je crois, était monté très très fortement au créneau. La dernière chose peut-être, c'est finalement cette prise limitée de l'évaluation d'impact quand l'objectif du dispositif n'est pas clarifié. Et dans les échanges que j'ai pu avoir, c'était oui, d'accord, l'emploi, mais et si finalement les bénéfices du ZRR n'étaient pas davantage symboliques, des effets d'entraînement, etc. Assez difficiles à définir et sur lesquels l'évaluation finalement n'a pas de prise. Voilà.